Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Oliver, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du 2e arrondissement, vous êtes surtout en ce moment orateur régional de la campagne de Valérie Pécresse. Alors vous occupez d'une campagne qui semble prendre un peu l'eau de toutes parts, si on en croit la presse, et les articles qui se multiplient sur tous ces députés LR qui se disent inquiets de la tournure que prennent les événements. Bah non, objectivement, enfin, ça c'est votre grille de lecture. Et puis finalement, ce qu'on a le sentiment, c'est que depuis plusieurs semaines, ça sert absolument à rien d'aller voter. La campagne est déjà pliée. Moi, au contraire, je crois qu'elle reste très ouverte. On le voit, les 4 challengers pour aller au deuxième tour face au président sortant se tiennent dans un mouchoir de poche. Et donc, au contraire, je pense que ces dernières semaines de campagne vont être décisives. Et je suis convaincu que Valérie Pécresse peut être au deuxième tour, ce qui relancera complètement la présidentielle. Alors un mot quand même sur les défections. La dernière en date, c'est Babette de Rosière, qui était oratrice régionale comme vous. Donc vous étiez 5 à vous partager cette fonction-là. Elle a claqué la porte en dénonçant notamment la nullité du directeur de campagne Patrick Stefanini. C'est un peu lui qui semble cristalliser toutes les critiques en interne. Alors objectivement, elle n'était absolument pas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est 4 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après, vous savez, c'est comme tout, dans une campagne, ça arrive. Je veux dire, Jacques Chirac, en 95, a vu bon nombre de ses lieutenants le quitter pour Édouard Balladur, ce qui ne l'a pas empêché à la fin de gagner. Et donc c'est pour ça, vous savez, une campagne présidentielle, mais comme une campagne, quelle qu'elle soit, a à la fois son lot de bonheur, son lot de malheur. Moi, je vous le dis, je pense que Valérie Pécresse reste assez droite, elle reste constante, elle travaille le fond. Et finalement, je pense que c'est ça qui, demain, nous permettra de nous différencier. Et encore une fois, d'être juste devant nos 3 autres rivaux du deuxième tour, ce qui nous permettra de l'emporter le 24 avril. Ce qui est plus inquiétant pour vous, c'est peut-être la position des leaders de votre camp. On a vu Michèle Alliot-Marie ce week-end qui a refusé de se prononcer et d'annoncer qu'elle voterait pour Valérie Pécresse. On attend surtout Nicolas Sarkozy. Vous étiez un ardent défenseur qui ne se positionne pas pour l'instant et dont on dit que finalement, s'il n'appelle pas à voter Emmanuel Macron, ce sera bien pour Valérie Pécresse. Non, mais encore une fois, je vous le dis, on est un petit peu sur ce scénario de 95. On le voit, les uns les autres, finalement, ont tendance à aller vers celui qui est le favori des sondages. Mais la réalité sur le terrain, c'est quoi? Y compris Nicolas Sarkozy. Non, mais la réalité sur le terrain, c'est quoi? C'est qu'objectivement, nous sommes les seuls à pouvoir battre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, a un mauvais bilan, quel que soit le domaine. Et finalement, la seule qui est capable de faire mieux, et elle l'a montré à la région Île-de-France, ce sera Valérie Pécresse. Donc encore une fois, on peut voir des personnes qu'on n'a pas vues dans la vie politique depuis des années nous expliquer que finalement ils ont changé une nouvelle fois de candidat. Mais la réalité au fond c'est quoi? C'est que finalement Valérie Pécresse est la seule à pouvoir incarner quelque chose et est la seule à pouvoir demain gérer la France. Et donc c'est pour ça que, croyez-moi, nous sommes encore nombreux et actifs sur la campagne de Valérie Pécresse. Mais dans votre camp, on peut gagner sans le soutien de Nicolas Sarkozy? Écoutez, on verra ce que fera Nicolas Sarkozy. Je suis pas à ses côtés à l'heure où on se parle, j'ai pas encore les éléments, donc on se positionnera et on en parlera le jour où Nicolas Sarkozy expliquera pour qui il votera. C'est aussi les derniers sondages qui sont assez mauvais pour Valérie Pécresse. Elle semble stagner autour de 10%. Et maintenant, elle est 5e, dépassée par les 2 candidats d'extrême droite, dépassée désormais par Jean-Luc Mélenchon. Vous craignez de finir à cette place-là à la fin? Stagner autour de 10%, vous prenez forcément le plus mauvais sondage. Je veux dire, c'est du jour, sur le BFM. Il y a quand même, dans l'absolu, les scores actuellement, quels qu'ils soient. Je veux dire, vous avez Marine Le Pen actuellement qui est plutôt, je dirais, au-dessus des 3 autres, mais les autres se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche à 0,5 points les uns des autres. Donc c'est une photo à l'instant T, et puis d'une semaine à l'autre, tout peut changer. Non, encore une fois, moi je vous le dis, je sais qu'il y a une volonté globale de voir Valérie Pécresse s'effondrer, mais vous savez, nous on reste très solide, on travaille le fond, on travaille le terrain, on a des élus locaux un petit peu partout en France. Je pense qu'on est le premier parti au niveau des élus locaux. Et bien finalement, ça va être peut-être grâce à ça que nous allons l'emporter demain, parce que ce soit par exemple l'ensemble des maires LR de la métropole de Lyon qui pourraient justement aller convaincre 100, 200, 300 personnes, ben, derrière c'est ce qui nous permettra justement peut-être de finir devant les autres. Un autre indicateur qui n'est pas exceptionnel pour vous, c'est le choix de la salle qui a été fait pour le meeting de Toulouse, qui doit relancer. On se souvient que son dernier meeting avait été très critiqué sur la forme. Là, finalement, vous avez choisi à Toulouse une petite salle de 1700 places, plutôt que le Palais des Congrès, qui aurait pu en accueillir 4-5 fois plus. Vous craignez qu'il n'y ait pas l'affluence nécessaire? Non, ben Valérie Pécresse l'a dit. Objectivement, c'est pas le type d'événement dans lequel elle est à l'aise. Et elle préfère un format peut-être plus restreint où nous allons avoir peut-être des échanges plus directs avec la salle. Vous savez, le Zénith,
Ce qu'on ne dit pas, c'est que vous aviez près de 7000 places dans la salle, et à côté, vous avez près de 3 à 4000 personnes qui n'ont pas pu rentrer et qu'on a été obligé de mettre dans une deuxième salle. Vous savez, un meeting présidentiel, ça intéresse toujours du monde. On aura toujours des gens intéressés pour venir voir les Républicains. Donc, très sincèrement, là-dessus, je veux dire, on peut parler de la forme. Regardez, on vient de faire cette interview. Il n'y a pas un seul instant où on a parlé du programme, il n'y a pas un seul instant où on a parlé du bilan d'Emmanuel Macron. Et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce à quoi on assiste sur cette campagne présidentielle. Elle n'a pas vraiment lieu. Aujourd'hui, on met en avant des candidats qui sont toujours plus grossiers, et finalement, la seule qui a un programme construit et qui parle un petit peu de tous les thèmes, on l'entend peu parce que, et oui, elle a peut-être été mauvaise sur la forme au meeting du Zénith. Donc vous voyez, il y a un vrai décalage, et finalement, le débat présidentiel n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Alors, on va dire un mot du projet, mais en attendant, pour relancer sa campagne cette semaine, il y a aussi le débat avec Éric Zemmour. Pourquoi faire le choix de mettre en valeur encore, une fois de plus, ce candidat-là? L'objectif, c'est d'affaiblir Marine Le Pen pour avoir une chance d'être au deuxième tour? Non, mais je pense qu'encore une fois, on a besoin de débat. On n'en a pas eu jusque-là. Enfin, c'est quand même quelque chose d'essentiel, le débat dans une présidentielle. Je sais que le président Macron a refusé et refusera tous les débats. Nicolas Sarkozy, en 2012, souvenez-vous, il avait débattu face à Laurent Fabius. Il y avait eu un débat, il avait pu se confronter et mettre son bilan en avant. Là, je veux dire, on va débattre face à Éric Zemmour, mais demain, ça pourrait être contre n'importe quel autre candidat. Oui, on a besoin de débat, on a besoin que cette présidentielle démarre. Et on a aussi besoin, encore une fois, je vous dis, de parler de fond. Il reste qu'un mois de campagne, c'est-à-dire qu'on a une présidentielle qui va être extrêmement courte. Maintenant, je pense qu'il est temps de faire le bilan d'Emmanuel Macron, et il est temps de montrer ce que l'on veut pour la France. Valérie Pécresse, lundi, a fait toute une série de propositions, un peu commencé à dévoiler son programme. Aucune reprise, effectivement, dans les jours qui viennent. Est-ce aussi pas une difficulté de positionnement? Finalement, on se dit qu'est-ce qu'apporterait Valérie Pécresse par rapport à un Emmanuel Macron qui, objectivement, a des propositions qui sont assez proches de ce que LR pourrait espérer? Alors, pour le coup, j'ai vraiment pas du tout la même grille de lecture que vous, pour une raison très simple. C'est que, à la différence d'Emmanuel Macron, quand vous prenez quelqu'un comme Valérie Pécresse, mais comme Laurent Wauquiez au niveau régional, on a un bilan, on tient nos promesses, et finalement, on ne vient pas expliquer quelque chose et on ne fait pas l'inverse dans le même temps. Valérie Pécresse a su faire des économies à la région Île-de-France. Laurent Wauquiez a su le faire également. On a été en mesure de mettre en place des moyens pour la sécurité. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Vous voyez que la dette a explosé en France. Vous voyez que... C'est aussi le quoi qu'il en coûte du Covid. Hein. Là-dessus, on peut en reparler, du quoi qu'il en coûte. Je veux dire, ça nous a coûté 17 points de PIB. Derrière, pour une croissance qui est restée assez faible, vous prenez l'ensemble des autres pays européens, et je peux prendre l'exemple de la Suède, qui, elle, pour le coup, a augmenté sa dette que de 2 points, mais qui, derrière, a une croissance beaucoup plus importante que la nôtre. Donc, finalement, on voit que ce qui a été fait par Emmanuel Macron n'a pas forcément été bien fait, contrairement à ce qui est aujourd'hui dans l'esprit populaire. Donc, encore une fois, je vous le dis, il est temps qu'on parle de ce bilan, et moi, encore une fois, je suis convaincu que Valérie Pécresse peut l'emporter à la fin. Et quelle proposition peut faire la différence pour Valérie Pécresse? Déjà, on parlait de sécurité à l'instant, je vous expliquais que les régions investissaient là-dessus, mais typiquement, on a un problème de sécurité. Pourquoi? Parce que, il nous faut plus d'effectifs, et deuxièmement, il nous faut une justice... Elle propose la suppression de 150 000 fonctionnaires. Oui, mais elle propose une augmentation du nombre d'effectifs, à la fois dans la police et à la fois dans la justice, parce qu'aujourd'hui, on a une justice qui est totalement embolisée. Un redéploiement de 50 000 postes. Donc ça veut dire supprimer 200 000 fonctionnaires ailleurs pour pouvoir retrouver 40 000 postes. L'idée, évidemment, c'est justement de pouvoir trouver des solutions là-dessus. Et donc, on propose de doubler le budget de la justice. On propose de recruter largement dans les tribunaux. On propose de recruter dans la police. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui pourrit le quotidien des Français. On le voit bien, on a plus de 350 000 agressions par semestre en France, pardon. On a une hausse des coups et blessures volontaires. Donc finalement, on le voit, on a besoin de tout ça. Dans le même temps, oui, on a besoin de faire des économies. On ne pourra pas rester endetté à un niveau tel que celui qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on est confronté à une crise comme celle que l'on vit aujourd'hui avec la Russie, quand on a un pays faible qui est largement endetté et qui n'est pas capable de suivre sur l'ensemble du reste, c'est là où on est faible et c'est là où on n'est pas capable de négocier. Et aujourd'hui, c'est ce que Emmanuel Macron est en train de rater, parce que la diplomatie, quand on n'a pas d'argument à côté, c'est très difficile. Et donc, je crois véritablement que le principe même de faire des économies pour que derrière nous puissions redevenir une puissance forte sur la scène internationale sera un vrai argument pour nous.
Ce qui n'a pas aidé à rendre Valérie Pécresse audible ces derniers jours, c'est aussi la publication des patrimoines. On a vu que c'est elle qui avait le patrimoine le plus important, qu'elle a un niveau de vie qui est très éloigné de celui de la majorité des Français, avec 5 millions d'euros sur ses comptes, avec plus de 6 millions d'euros de différentes propriétés un peu partout en France. Est-ce que c'est pas aussi un peu ça le problème? Bon, écoutez, je sais pas, moi j'ai regardé comme vous les différents patrimoines des uns et des autres. J'ai vu que le président de la République, finalement, était très dépensier, hein, puisqu'il a un patrimoine de 500 000 euros, alors même que rien que sur le mandat, il a gagné largement plus, et tout en étant finalement logé et nourri, si je puis dire. Il y a plus de 200 000 euros sur son compte en banque. Là, non, mais ce que je veux dire, voilà, la réalité, elle est aussi là. Je veux dire, ces patrimoines ne reflètent pas forcément derrière l'action qu'on veut faire. Je veux dire, c'est certes un objectif de transparence qui est très bien, mais je ne suis pas certain que ce soit ça. Enfin, à ce moment-là, vous allez demander aux Insoumis ce qu'ils pensent du patrimoine de Jean-Luc Mélenchon, qui a plus d'1,5 million d'euros. Donc, objectivement, voilà, je pense que chacun est libre d'être ce qu'il est, et c'est pas pour autant qu'on doit lui reprocher les idées qu'il a derrière. Un mot sur la politique locale. On sait que cette année vont ouvrir 2 grandes concertations qui vont concerner au premier chef votre arrondissement, le deuxième, le centre-ville de Lyon. C'est la piétonisation et c'est la zone à faible émission. Sur la piétonisation peut-être, qui est là où la presqu'île est particulièrement touchée, vous serez en soutien de la démarche des écologistes? Bah, tout dépend ce qu'il y a derrière, parce que là, il parle d'apaisement. Moi, si c'est de la piétonisation pure et simple, je serais farouchement opposé à ce projet-là. Après, s'il y a de l'apaisement avec la création de certaines zones de rencontre, évidemment qu'on pourra s'entendre. Vous savez, je suis un pragmatique, je ne suis pas dans le dogmatisme, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui avec les écologistes. Moi, je le dis assez souvent. Le problème, si on piétonise, c'est que derrière, on va avoir plusieurs effets. Le premier, c'est que nous allons voir les riverains quitter ces secteurs. Et il ne faut pas oublier que la presqu'île est largement habitée. Vous allez avoir une chute de l'offre commerciale parce que les commerces indépendants ne seront pas en mesure de payer les loyers qui s'appliqueront derrière. Et donc c'est pour ça que moi je m'oppose à la piétonisation en l'état. Et puis d'ailleurs je propose moi aux écologistes, si demain on travaille sur un secteur à piétoniser, je pense qu'on doit mettre au débat devant l'ensemble des Lyonnais un secteur à sacrifier. C'est-à-dire un secteur où on considère que les touristes seront prioritaires sur les habitants de la ville de Lyon. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le Vieux-Lyon, par exemple, où voilà, c'est un secteur touristique. Moi, je considère que le 2e arrondissement n'a pas vocation à devenir uniquement un lieu touristique. Je pense que ça doit être aussi un lieu de vie. Je pense que c'est important d'avoir des familles qui restent en ville. Donc là-dessus, vous voyez, on a une différence d'approche. Sur la zone à faible émission, alors là, pour le coup, encore une fois, il y a un sujet un petit peu large. Supprimer près de 700 000 véhicules d'ici 2026, ça me paraît à la fois très compliqué sur le plan social, parce que bon nombre de gens... C'est essentiellement la loi. Hein. Non, mais c'est la loi, mais pardon, là, il y a une volonté d'aller beaucoup plus vite. Et dans le même temps, on développe plus de métro, on arrête tout le développement de transports en commun. Je veux dire, les lignes de tram ne suffiront pas à acheminer les gens de leur domicile à leur lieu de travail. C'est aussi ça la réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez des écolos qui vous disent d'un côté, on va arrêter toute la voiture, et dans le même temps, on va arrêter de vous construire des métros. Comme ça, finalement, on voit bien, il y a un énorme problème, il y a une équation qui ne tient pas, et c'est là où nous avons voulu les alerter. Pierre Oliver, je vous remercie, et moi je vous dis à demain pour parler des Nuits de Fourvière dans une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.